chose. Procuration de Madame Rouvier à Madame Pérignon, si je ne me trompe pas. Et procuration de Monsieur Vidal à Madame Fougas. Donc on a 1, 2, 3, 4, 10 procurations. Et on a un absent qui est Monsieur Mayol. Donc nous avons, pour ceux qui arrivent à compter comme il faut, donc nous avons 23 présents, 10 procurations et un absent, c'est ça? Allez, donc on va commencer ce conseil communautaire. D'abord par désigner, si vous voulez bien, un ou une secrétaire de séance. Madame Climent, vous voulez bien être secrétaire de séance? Enfin, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Madame Climent soit notre secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc Madame Climent désignée. Vous avez les procès-verbaux du conseil communautaire du 4 avril. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette approbation du procès-verbal, qui s'abstient, donc adopté. Ensuite, vous avez les décisions pour information que j'ai prises en votre nom. Et ensuite, vous avez toutes les délibérations prises par le bureau qui vous ont été communiquées. Est-ce qu'il y a des observations dans toutes ces décisions ou délibérations? Pas d'observation, donc c'était déporté à connaissance. Maintenant, je vais vous laisser, d'abord je vous accueille bien volontiers, messieurs, monsieur Kerr et monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, et monsieur Mouret, de l'entente interdépartementale Méditerranée, c'est ça, monsieur Kerr? Pour la démoustication du littoral méditerranéen. Vous y étiez presque. Ah, c'est ça. Allez, on vous laisse la parole. En tout cas, d'abord, je voulais vous remercier de venir jusqu'à nous pour nous présenter votre action. Et c'est vrai que c'est une action qui est importante, notamment dans cette période estivale, pour le traitement de notre animal préféré autochtone, qui s'appelle le moustique. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour, Mesdames, Messieurs. Donc, effectivement, je me présente. Donc, Didier Kerr, je suis le chef d'agence, le responsable de l'agence opérationnelle de l'EID, donc Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, le responsable pour le Gard, et Jean-Claude Mouret avec moi, et responsable de la coordination opérationnelle de l'ensemble sur l'ensemble du littoral. Donc je présente rapidement, puisque c'est la première fois que je suis là, et je vous remercie également, Monsieur le Président, de nous proposer de présenter notre travail. C'est important que les enjeux en soient connus, parce qu'effectivement, il y a des relais, on a besoin de relais auprès des élus locaux, auprès des populations, et ça fait partie de... Voilà, la lutte est une lutte collective, et il y a des choses qu'on doit faire nous, il y a des choses que chacun doit faire chez soi, on va y revenir. Donc merci encore. Et donc, puisque c'est la première fois que je m'exprime devant vous, je présente un tout petit peu ce qu'est l'EID. L'EID est une collectivité territoriale sous la forme d'un syndicat mixte qui regroupe l'ensemble des départements littoraux de l'ex-Languedoc-Roussillon, plus les Bouches-du-Rhône, et ainsi que la région, la région Occitanie, qui est partie prenante. Donc alors je ne sais pas si on vous a transmis ce document, parce que c'est des choses assez visuelles dont je vais parler, il y a des graphiques et des cartes, et donc c'est pas forcément simple à exprimer oralement, mais ces documents, si vous ne les avez pas, vous seront transmis, en tout cas on vous les fera passer autant que de besoin, sur simple demande. Donc juste voilà, la carte de l'organisation, c'est l'ensemble du littoral. L'EID a été créé à la fin des années 50, début des années 60. On était dans une logique d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon dans le cadre de la mission Racine. Et ce n'est, pour ce qui vous concerne, que beaucoup plus tardivement, en 2014 pour Bellegarde et 2018 pour Beaucaire, que vos communes ont intégré l'entente. Il y avait une demande, et il y a d'autres communes comme ça qui ont élargi notre territoire, une demande de gagner en qualité de vie et en confort, ce qui est une demande légitime. Un point sur qu'est-ce que c'est qu'un moustique, parce qu'il y a beaucoup de moustiques et beaucoup d'espèces différentes, et donc il n'y en a que 2, 3 qui sont ciblées par notre action, mais qui toutes, ou à peu près, ont une caractéristique biologique qu'il est important que je vous fasse connaître, qui est que la femelle, donc c'est la femelle qui pond, qui pique d'abord. Alors pourquoi la femelle pique? C'est pour la maturation, pour permettre la maturation des œufs et rendre ces pontes fertiles.
c'est ce qu'on appelle le repas de sang. Mais donc une fois qu'elle a fait ce repas de sang, elle va pondre, mais elle pond sur un sol qui est exondé, qui s'est asséché, dans des milieux qui sont des milieux d'inondation temporaire, mais elle pond sur un sol qui s'est asséché. Les œufs sont en attente, ils peuvent attendre pendant des semaines, des mois, voire des années, que les conditions favorables, et ces conditions favorables, ce sont une inondation, donc le gîte, ce qu'on appelle le gîte, se met en eau, parce qu'il pleut, parce que la mer est forte, parce qu'on irrigue, etc. Et je vais y revenir, c'est un point important. Donc le gîte se met en eau, à ce moment-là, il y a une éclosion des œufs, il y a le développement larvaire, donc il y a un cycle aquatique qui se fait, développement larvaire de quelques jours. L'été, c'est très court, plus il fait chaud, plus c'est court. Donc l'été, c'est 3-4 jours, donc ça va très très vite. Dans les demi-saisons, c'est plutôt de 15 jours, 3 semaines, ça nous laisse plus de temps. Mais nous, nous intervenons sur le cycle aquatique. Et ensuite, il y a l'émergence, donc on a l'éclosion de l'œuf, et ensuite on a l'émergence, c'est-à-dire le moustique adulte qui fait sa vie aérienne avec sa reproduction, fait un accouplement, reproduction, etc. Nous n'intervenons que sur la phase aquatique. C'est une chose qui est importante d'avoir en tête. Les traitements, en général, c'est 75% par voie aérienne, avion ou hélicoptère, et 25%, 20-25% par moyen terrestre. Il y a une centaine d'agents qui sont sur le terrain, et on utilise du produit qui s'appelle le BTI, le bacille de Thuringe. On utilise exclusivement ce produit, c'est le seul larvicide homologué. Donc le bacille de Thuringe, qui est un produit biologique et qui agit par ingestion, c'est-à-dire qu'il n'a pas de toxicité pour l'environnement, mais il détruit les larves qui avalent le produit, sinon elles ne sont pas affectées. Ça aussi, c'est un facteur important dans la logique des traitements. Donc, sur le Gard, en général, on est autour de la moyenne du nombre d'hectares que nous traitons dans le Gard, c'est entre 3 et 5 000 hectares en moyenne. On a eu des années assez faibles dernièrement, autour de 3 500, 3 600. Et par contre, à l'échelle de l'EID, c'est plutôt une moyenne de 30 000 ou un peu moins. Les années basses, on était en dessous de 25 000 pour l'année dernière. Le cycle d'activité, M. Martinez parlait de l'été, c'est pas si simple que ça. Le cycle d'activité en général, les moustiques, pour nous, sont liés aux événements météorologiques forts, c'est-à-dire en général les fortes précipitations. Et donc on a généralement une activité qui est en dos de chameau, quoi. Il y a la bosse du printemps, l'été un peu moins, et puis la bosse de l'automne avec les précipitations automnales. Chez nous, ici, on a un autre rythme qui effectivement est estival. Alors c'est plutôt le dromadaire, on a une saison qui est raccourcie, c'est-à-dire il se passe peu de choses au printemps ou à l'automne, mais on a une activité estivale importante. Et pourquoi ça? Eh bien parce que l'origine des éclosions est beaucoup moins liée, pratiquement pas même, liée aux précipitations et à ce régime météorologique méditerranéen, mais c'est lié à des mises en eau artificielles. En gros, ce qui produit les moustiques qui vous gênent ici, alors je fais une parenthèse très essentielle, c'est que je parle des moustiques autochtones, c'est-à-dire les moustiques de Camargue, le moustique qui vient nous embêter le soir, etc. Mais je ne parle pas du moustique tigre, et là c'est une distinction capitale, parce que le moustique tigre, j'en parle tout à l'heure, mais c'est à la fin, c'est d'autres modalités de prévention. Mais sur le moustique traditionnel autochtone contre lequel nous luttons, c'est effectivement une activité estivale sur les communes de la communauté de communes, et y compris Saint-Gilles en dessous de vous, mais sinon, c'est ce régime-là qui est un petit peu particulier. Donc on a traité en 2021, vous voyez les origines de mise en eau. On a en gros 3 grosses origines, soit c'est les précipitations, je l'ai dit, soit c'est le coup de mer, parce que quand la mer force, ça rentre dans les étangs et ça produit, sur les bordures, ça produit des mises en eau et des éclosions. Soit c'est les irrigations, alors ce qu'on appelle l'irrigation, c'est les mises en eau artificielles en général, mais c'est aussi spécifiquement les irrigations agricoles. Donc en gros, à l'échelle de l'EID, les mises en eau artificielles ou irrigation, c'est 24% des traitements. Sur le territoire de la communauté de communes, c'est 93%, donc c'est quasiment exclusivement ça. Donc c'est un problème un peu particulier. Les moyens utilisés en 2019, on a traité en 2021, j'arrive pas à faire, si je commence par 2019, on a traité 744 hectares, 693 en 2020, et un peu moins 520 en 2021 sur les 2 communes qui sont concernées par notre activité ici. Ces hectares ont été traités essentiellement en avion,
140 hectares, hélicoptère 200 hectares, et en terrestre 177 hectares. L'activité terrestre inclut le drone qu'on expérimente, alors il est cette année malheureusement un peu en panne, mais qu'on a expérimenté et qui nous sert effectivement beaucoup sur les mises en eau dont je parle. C'est un moyen qui nous est très précieux. Donc les moyens terrestres, j'ai dit c'est le drone pour 45 hectares. Les épandages manuels, donc là c'est la pompe à dos, c'est l'épandage de granulés à la main, etc. Ça c'est les agents directement sur le terrain, c'est 24 hectares pour 2021. La lance haute pression, ce qui nous permet de traiter les réseaux de fossés, roubines, etc. Tout ce qui est également une source importante de nuisances, 105 hectares. En fait, c'est plutôt des kilomètres qui ont été parcourus. Et puis le quad, on a ramené ça à des hectares, mais en réalité, le quad, on l'utilise surtout en urbain, notamment à Beaucaire, dans le centre ancien de Beaucaire, pour les réseaux d'eau usée, les réseaux publics d'eau usée. Et là, c'est plus les moustiques Aedes dont je parlais jusqu'à présent, mais c'est plutôt le Culex pipiens, qui est un moustique urbain qui vit dans ces eaux usées. Donc il y a une carte qui est, alors là, ben, évidemment je l'ai sous les yeux, mais pas vous, donc ça vous parlera pas plus, mais la carte des sites tous les sites qui ont été traités au moins une fois en 2021 sur le territoire de la communauté de communes, et donc on retrouve globalement ces sites qui sont, comme je l'ai dit, où il y a une activité d'irrigation estivale et qui sont essentiellement les prés des pâturages, près d'un taureau ou les prairies de fauche qui sont irriguées régulièrement, notamment sur Bellegarde, en particulier dans la Grande Palue ou les Grandes Palunettes. C'est vraiment deux points. Les Grandes Palunettes, c'est là où il y a la guinguette, là il y a une manade également. La Grande Palue, bon, c'est essentiellement la manade d'Idelot et les prés attenants. C'est vraiment une grosse partie de notre activité. Et ensuite, après, il y a les corrèges, et puis il y en a plus sur la basse plaine de Beaucaire, mais moins vers la ville, mais plus sur la partie un peu basse. Tout ce qui est Masdicar, notamment, qui est très actif. Il y a l'élevage des pur sang arabes, etc. Et puis il y a d'autres sites comme ça, sur lesquels on a une activité régulière. Une activité régulière, ça veut dire, notamment sur cette question des irrigations, et pour vous montrer la spécificité et les particularités de ce territoire, c'est que la CCBTA représente 14% des surfaces qui ont été traitées dans le Gard en 2021, 14% des surfaces traitées, j'ai dit 520 hectares sur 3668, mais c'est 60% des sorties aériennes. C'est-à-dire que, et ça c'est lié justement à ces petites mises en eau qui sont répétées, qui se poursuivent, et ces petites mises en eau font que, eh bien, on est amené à traiter de manière fréquente, régulière, sur une mise en eau, parce qu'elle est progressive, parce qu'elle, voilà, donc on traite une première partie, et puis c'est l'été, il fait très chaud, je l'ai dit tout à l'heure, ça évolue très vite, donc on a 2-3 jours pour intervenir, et puis on recommence, donc c'est quand même, voilà, une particularité qui est quand même très contraignante et qui amène à mettre en œuvre des moyens appropriés et qui sont spécifiques. Voilà. Et donc il y a aussi, alors, parce qu'il y a quand même la question, il faut en parler, la question de la nuisance, parce que chacun a quand même pu constater que malgré tout ça, vous avez des moustiques, et à Bellegarde en particulier, on a eu un début de saison un peu compliqué, vous me le confirmez, mais c'est que malgré tout ça, c'est-à-dire ces circonstances dont je dis qui sont exigeantes sur les moyens à mettre en œuvre, le problème c'est qu'elles provoquent une nuisance qu'on appelle résiduelle, mais qui peut être importante, hein, c'est pas trop moustique, parce que le BTI et les moyens qu'on met en œuvre ne tuent pas l'exhaustivité des larves, et on n'est pas à 100% d'efficacité, et d'autant plus quand, encore une fois, on réplique. Donc il y a toujours un fond de nuisance qui est là, qui est présent, et à chaque traitement, on en a une partie qui continue à se produire. Et donc là, quand on est, comme je disais, sur les prés de la Grande Palue, eh ben, on est au bord de Bellegarde, et donc il y a cette pression de nuisance qui est toujours importante. Voilà quelques éléments donc, qui pourraient rentrer dans une réflexion. On pourrait se revoir à l'occasion, monsieur le maire, ou avec les services techniques, pour voir quelle adaptation dans les pratiques on pourrait avoir qui permettrait peut-être de réduire la fréquence de ces traitements ou la fréquence en tout cas des éclosions. Ça, c'est un premier point. Et là-dessus, je finis sur le moustique tigre. Il faut bien parler de ça, parce que c'est quand même un point majeur. Donc, le moustique tigre, lui, est une espèce introduite, invasive, qui est arrivée sur notre territoire au début des années 2010 pour le Gard.
et qui, lui, se reproduit et vit, vous le savez en général pour l'essentiel, maintenant on en a assez souffert, qui se reproduit chez les particuliers, essentiellement, hein, pas totalement, mais essentiellement, dans les jardins, les cours, voilà, c'est notre environnement, à chacun notre environnement proche, le jardin, l'arrosoir, les objets oubliés, enfin, la réserve d'eau, etc., etc. Donc tout ça, c'est pour ça que je dis, c'est là-dessus, il n'y a pas... l'OID ne peut pas intervenir, on ne peut pas aller chez les particuliers, on n'en a pas la possibilité ni les moyens. Donc par contre, il y a tout un travail de sensibilisation et d'information pour lequel on a besoin, je le disais, de votre relais et de votre volonté, et sur laquelle l'OID reste actif, malgré, je l'ai dit, ces difficultés pratiques. Et on a élaboré, donc vous l'avez reçu, hein, monsieur le maire, vous l'avez reçu parce qu'on vous l'a envoyé, mais c'est l'occasion de le rappeler à tous. L'OID a élaboré un catalogue de propositions pour lesquelles, voilà, on propose une assistance, une aide, de la formation éventuellement, de la sensibilisation, des outils et des moyens de communication ou autres qui sont à votre disposition. Il suffit de le demander. Mais c'est important qu'on passe par ce biais-là parce que, je l'ai dit, il est essentiel et capital que les élus locaux, les maires, soient partie prenante de cet effort et qu'ils y engagent leur service et leur volonté, parce que sinon, c'est pas un organisme extérieur qui a la possibilité d'œuvrer sur les pratiques sociales de vos administrés. Donc il est important qu'il y ait une action coordonnée qui s'instaure. Donc là, j'ai quelques catalogues, ça reste à votre disposition pour ceux qui n'ont pas, que ça intéresse, mais vous l'avez également reçu. Voilà, je reste à votre disposition pour toute question, ainsi que Jean-Claude, s'il y en a, et encore une fois, merci de votre écoute. Oui, bonsoir. Écoutez, merci d'être présent et merci au président également d'avoir accepté, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé lors de la dernière séance, hein, et on avait souhaité justement avoir des explications un petit peu sur les actions qui étaient menées. C'est vrai que vous avez parlé beaucoup des secteurs sur lesquels il y a une grosse intervention de fait, mais il y a aussi des secteurs plus urbanisés et plus en ville qui sont de plus en plus touchés. Donc ça nous intéressait aussi d'avoir les propositions que vous pouviez faire en la matière, parce que j'imagine que les actions, c'est pas seulement l'OID qui peut les mener, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire en prévention. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les zones plus urbanisées et plus dans les centres-villes où nous on a des secteurs, par exemple vers le centre aéré, vers ces secteurs-là sur la commune de Beaucaire, donc sur le chemin des Romains, qui sont des secteurs plus urbains, plus habités, près des HLM notamment, où on a aussi une recrudescence de moustiques assez régulièrement. Donc voilà, savoir un peu ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là. Alors, je reviens malgré tout sur la distinction essentielle. Est-ce que c'est moustique tigre? Est-ce que c'est des moustiques qui viennent des zones périphériques de la commune? Pas de moustiques tigres sur ce secteur-là, en tout cas. Il y en a dans d'autres secteurs de la ville, mais sur ce secteur-là, c'est des moustiques classiques, mais qui peuvent être en grand nombre aussi. Donc c'est vrai que ça, on l'avait plus vu. Effectivement, vous parliez des manades tout à l'heure. Bon, ça, on a l'habitude, mais c'est vrai que dans les zones très habitées, on a un peu moins l'habitude. D'accord. Donc ce qu'il faut dire, c'est que déjà, il faut nous le dire. Il est important qu'on ait ce retour-là. Hein, faites-le savoir renvoyer vos administrés auprès de l'OID, etc. Nous, toute information qu'on a, on nous dit, là, il y a de la nuisance, et là, j'ai eu des moustiques, etc. C'est important. Alors, de toute façon, c'est notre travail de donner les informations, mais aussi, ça nous aiguille sur des points à rechercher. Je l'ai dit tout à l'heure, la commune de Beaucaire, ça fait pas très longtemps qu'elle est rentrée dans la zone d'action. C'est une grande commune, il se passe beaucoup de choses. Déjà, rien que maîtriser le territoire, c'est quand même pas simplissime. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, et on n'est pas au courant de tout. Et ces mises en eau, quand elles sont, comme je l'ai dit, volontaires, artificielles, elles ne s'annoncent pas. Et là, s'il pleut, on a une vue un peu générale et on sait en gros ce qui se passe un peu partout. Mais, donc, ma réponse, c'est qu'il peut très bien nous échapper des choses. Ça, ce que vous me dites m'oriente sur des points de recherche et de précision pour
pour demain, j'en référerai à mes collègues qui sont tous les jours sur le terrain, en disant, voilà, il faut peut-être creuser, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers-là, et il y a peut-être un point sensible qui nous échappe, et quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Oui, après, tout simplement, il y a parfois des canaux d'irrigation ou des anciens canaux d'irrigation qui traversent, y compris ce type de zone, et ça peut être aussi une source. Hein. Après, bon, l'herbe haute également, parfois, enfin, il y a tout un tas de choses. Ce que vous venez me fait penser que voilà, on est très demandeur d'avoir le maximum de relations et d'informations qui nous viennent du terrain, et notamment des ASA, en l'occurrence. Et bon, voilà, c'est pas toujours simple, parce que les gens n'ont pas forcément à l'idée, tiens, au fait, on n'a pas prévenu la démoustication. Mais si vous avez la possibilité de les sensibiliser à ça, chaque fois que l'ASA décide d'envoyer de l'eau dans tel ou tel fiole ou tel réseau ou tel canot, pour nous c'est important, là aussi ça nous oriente sur ce qui risque de se passer ou ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Bon, bah, on le fera, merci. Merci à vous. Plus de questions? Il n'a pas été piqué récemment par les moustiques alors. Ça va, ça râle pas trop. Mis à part Ramona. Non mais vous avez dit la proposition, c'est d'être plus en adéquation avec vous, c'est-à-dire que faire remonter les informations, discuter avec vous, avoir les informations notamment des ASA, parce que c'est vrai que nous on a une plaine, enfin on est dans les marais là, tout le sud, entre le sud de Beaucaire et le sud de Bellegarde jusqu'à Saint-Gilles, c'est des anciens marais. Donc du coup, c'est vrai que les mises à eau sont pas, je ne sais pas si vous avez toutes les informations, à chaque fois des mises à eau. Non, on les a ça le problème. On les a pas tous. Alors il y a certains qui sont plus, qui collaborent plus, qui ont plus ce souci-là, d'autres moins. Mais alors nous, on circule. Voilà, les agences sont là tous les jours, mais effectivement, je vous l'ai dit, ça va très très vite quand on parlait du temps. Le temps est compté. Si le vendredi mon collègue fait le tour, mais qu'il n'a pas vu passer ça, il se retrouve le lundi, il s'est passé 3 jours, et à ce moment-là, mince, voilà. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'on a eu un début de saison difficile. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu des mises à eau fortes là. Ouais. Et donc, moi je retiens le chiffre, 83% de la nuisance chez nous, dans nos territoires, est provoquée, entre guillemets, est induite par des mises à eau artificielles. Exactement, 83 je crois, j'ai retenu, c'est ça 93. 93%. Encore pire, 93%. 7% c'est la pluie. La pluie, c'est des petits secteurs, c'est vraiment le quartier des... C'est énorme quand même. Voilà, le quartier des Salicornes, là, il y a 2-3 endroits comme ça qu'on traite quand il pleut, mais l'essentiel, c'est les mises en eau estivales suite à l'irrigation. Ah oui, c'est énorme quand même. C'est bon. Et c'est pas tant. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent... au début de la saison, j'ai compris que les paysans, les rizières ont commencé à bouger, que l'eau a été distribuée dans les hasards, dans les terrains, pour faire du... Normal. Oui, bien sûr, pour faire de la luzerne, pour le bétail, etc. Mais 93%, c'est énorme. Un des enjeux techniques pour nous, c'est ce que je disais, c'est que si on met de l'eau dans un pré et qu'il y a une éclosion, si ça s'assèche dans les 4 jours, il n'y a pas de problème. On ne traite pas et le problème est réglé. Donc on a ce souci-là sur ces mises en eau qui sont progressives. On met de l'eau, mais en fait on laisse ouvert pendant plusieurs jours parce que il faut aller jusqu'au bout du pré, ou c'est pas bien plein, ou parce que tout simplement on n'a pas pensé à le fermer, etc. Voilà, donc il y a aussi cette question-là dans la pratique de mise en eau qui est un moyen aussi de réguler plus ou moins, jamais 100% bien sûr, mais en partie notre activité. Bon, est-ce que les élus sont rassurés ? Il est fabriqué, vous disiez, un produit biologique, mais quelle est sa toxicité? Comment il agit pour tuer justement ces larves? Merci. Oui, donc effectivement, c'est un bioinsecticide, c'est une bactérie qui se trouve d'ailleurs à l'état naturel dans le milieu. Donc il agit par ingestion par la larve, c'est-à-dire qu'il agit sur les parois du tube digestif. Il faut que pour cela, les larves, quand elles sont dans l'eau, l'ingèrent. Et comme l'a dit Didier, d'une part, en pleine saison estivale, les larves ne restent pas longtemps dans l'eau, donc il faut l'appliquer très rapidement. Et puis les larves, quand on observe des courbes d'alimentation, il semble qu'elles se nourrissent d'autant plus qu'elles sont jeunes, c'est-à-dire dans les premiers jours de vie. Donc c'est d'où cette encore plus grande et nécessaire réactivité. Donc c'est un produit qui est sélectif parce que pour qu'il puisse agir, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs et de paramètres intrinsèques à la larve qui
soit présent. Il faut qu'il y ait des récepteurs, il faut qu'il y ait un pH hautement alcalin, voilà, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses, et c'est en cela que c'est un produit relativement sélectif. Et ensuite, donc, comme les larves sont un des premiers insectes à éclore suite à des mises en eau nouvelles, comme il l'a dit, hein, c'est assèchement, mise en eau, la submersion des eaux provoque à certaines périodes de l'année leur éclosion. Donc c'est un des premiers insectes à réapparaître. Comme c'est un produit qui n'est pas rémanent, il y a une sélectivité qui est encore plus importante en ce sens. Il y a eu des études, je suppose, par rapport à la toxicité que ça peut avoir sur l'être humain, l'inhalation de ce produit, parce qu'on n'ingère pas, mais on peut le sentir. Alors il y a eu effectivement des publications qui ont démontré l'innocuité de ce produit par rapport à l'être humain. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas, notamment les agents de l'OID, se protéger, etc. Hein. C'est pas quand même non plus un produit non plus anodin. Mais voilà, il y a quand même des publications qui ont démontré à la fois l'innocuité de ce produit sur les êtres humains, l'innocuité sur les hyménoptères, voilà. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites autour de ce produit, ce bioinsecticide. Bon, vous n'avez pas été piqué par des moustiques ce soir. Il n'y en a pas. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a pas. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de moustiques en ce moment. Ben non, c'est vrai. En ce moment, c'est plutôt calme. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venus jusqu'à nous pour nous présenter votre travail. Et je pense qu'il faudrait qu'on se revoie et qu'on soit plus un petit peu avec un lien plus proche avec vous. Merci beaucoup. Volontiers. Merci et remerciez vos agents, surtout sur le terrain aussi, qui nous protègent au quotidien. Parce que sinon, moi j'ai connu Bellegarde il y a quelques années, c'était pire. Alors, merci encore. Merci. Messieurs, dames. Bon. Allez, donc on va, après cette présentation, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième question à l'ordre du jour. C'était une signature d'une convention d'aide financière pour une étudiante en médecine générale pour son installation sur le territoire de la communauté de communes. Donc vous savez, c'est le dispositif qu'on a mis en place. Donc il y a une nouvelle étudiante en médecine et je crois que c'est dans le cadre... c'est pas pour longtemps, hein, c'est ça? C'est 7 mois, je crois, non? 10 mois. Combien? 10 mois. Bon, ben, vite qu'elle arrive. Hein. Donc c'est 10 mois, comme les autres, c'est 800 € brut mensuels pendant 10 mois. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il faudrait qu'on en ait 10 comme ça pour essayer d'en fixer partout. S'il n'y a pas de questions, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte cette proposition de partenariat. Ensuite, donc la question qui suit, si j'arrive à retrouver mon ordre du jour, c'est une étude de faisabilité sur la future recyclerie, c'est ça, hein? En fait, c'est une demande de subvention à l'ADEME et à la région Occitanie, hein, pour un budget estimatif, je crois, de 48 000 €, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Voilà, donc c'est une demande de subvention. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte cette proposition. La question numéro 3, c'est des élections des membres à la clé du SAGE de Naples-Vistrenck. Parce qu'il fallait redélibérer, c'est ça? Deux représentants, il n'y a pas de titulaire de suppléant là. Donc je crois, dans un bureau, je crois que Madame Florent était candidate pour être membre. Et je ne sais pas s'il y avait un deuxième candidat. Est-ce que vous avez des candidats? Qui c'est qui était c'était Olivier, non? C'est Olivier Régal qui était le suppléant, je crois, non? Je crois que c'était Jonquière et Bellegarde, ouais, qui étaient Bellegarde. normalement. C'est pour ça qu'on n'a pas présenté de candidat. D'accord. Bon, ben est-ce que Jonquière, vous pouvez mettre quelqu'un? On meublera? Régis? On peut le mettre.
Il peut ne pas être membre du conseil communautaire. Hein. Donc normalement, il faut délibérer à bulletin, à moins que tout le monde soit d'accord. Si tout le monde est d'accord pour qu'on le fasse à main levée, on va désigner les deux membres, donc Madame Florent et Monsieur Blairat. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on désigne à main levée? Des abstentions? Donc tout le monde est d'accord. Donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc ces deux membres sont désignés pour la clé du sage de Naples-Vistrenck. Ensuite, la question numéro 4, c'était la question numéro 4, ça je crois, non? C'est ça? Là, il y a un décalage parce qu'après la présentation, on l'a présenté comme question numéro 1, je crois, non? C'est ça? Bon, on va dire que c'est la question numéro 4. Allez, les exonérations de la TOM sur les budgets environnement. Alors ça, c'est classique, hein, c'est les entreprises qui ne sont pas connectées par la communauté de communes. Hein, c'est ça, monsieur le directeur? Et donc, vous avez les gens qui sont listés et donc ils ont, eux, une autre filière de traitement de leurs ordures ménagères. Enfin, de leurs ordures tout court, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. Ensuite, on avait la question suivante, la question 5, ou 6, excusez-moi. C'est le deuxième arrêt du projet local de l'habitat, qui normalement a eu des avis, je crois, du SCOT aussi, non? L'avis de SCOT a été remis et délibération favorable. D'accord. Pas de souci. Et donc là, on arrête définitivement, c'est ça? Le projet de PLH qu'on a adopté ensemble. Et ensuite, il va faire l'objet d'observation auprès du comité régional de l'habitat, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ça? SRH. D'accord, donc, ok. Toutes les communes ont délibéré également. Les 5 communes ont délibéré sur le projet de manière favorable. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des observations là sur le PLH? Allez-y. Oui. Oui, non, très rapidement, on avait fait une abstention parce qu'on avait demandé une modification, mais on voit qu'elle est prise en compte, donc on votera pour. Ok. Alors, sur cet arrêt, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, adopté aussi. Ensuite, on a la question 7, c'est une aide à l'immobilier entreprise. C'est pour une société qui s'installe à Valabrègue, dans la zone de la communauté de communes. C'est la société Menuiserie Baron. Alors, c'est une aide de mémoire, c'était 12 000 €, non, c'est ça? 12 339,90, tant que je la vois. Donc ils ont acheté le foncier, ils ont signé un achat de foncier et ensuite ils demandent de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Alors est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, on a l'adoption d'un règlement de service du SPANC. Alors, pourquoi un règlement? Parce qu'on en avait déjà un, non? Monsieur le directeur? Vous avez vu un règlement qui était un petit peu ancien, c'est d'une mise à jour réglementaire suite aux évolutions de textes assez récemment. D'accord. C'est plus du toilettage que de gros changements. D'accord. Ok. Donc vous avez un petit peu les bilans, hein, c'est ça, des installations qui ont été réhabilitées depuis 2013 notamment, le bilan depuis 2016, enfin vous avez tous les bilans un petit peu commune par commune. Je trouve que c'est une belle opération, hein, ça fonctionne plutôt pas mal le SPANC. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur cette délibération? Pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 15. 15 abstentions. Ensuite, la question numéro 9, ce sont des admissions en non-valeur sur le budget environnement, pour un montant de 2 810,03 €, c'est ça? Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions. Adopté. La question numéro 10, c'est une décision modificative du budget environnement. Bon, c'est pas une grosse décision modificative. Hein. Donc on met de l'argent supplémentaire sur les prestations de services, notamment la hausse du coût du transport. Hein. C'est ça l'essentiel. Et on a aussi plus d'autofinancement. C'est ça, monsieur le directeur? Oui, c'est des hausses de coûts de transport liées à l'évolution du coût de carburant, comme vous le vivez dans vos communes également. En partie des crédits complémentaires pour prendre les admissions en non-valeur que vous venez de voter précédemment.
On essaie de grappiller quelques recettes ici dans la section de fonctionnement et nous mettons des crédits pour l'amortissement de subventions qu'on a reçues sur le budget environnement, donc qui crée des mouvements de dépenses et de recettes dans la section d'investissement et en fonctionnement autour de 4 856 € et des ajustements de crédit en investissement entre l'opération 9013 pour les PAV que nous enfouissons actuellement et des crédits hors opération, donc on fait moins 20 000 hors opération, plus 20 000 sur l'opération d'enfouissement. Le tout étant équilibré sans recours spécifique. Est-ce qu'il y a des observations sur cette question modificative? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions, donc c'est adopté. La question 11 concerne une mission en non-valeur, là, qui concerne le budget principal. Et vous avez tout le listing un petit peu des non-valeurs. Bon, ça c'est variable, hein, j'ai vu que ça va de 0,09 centimes à un moment donné, non, je crois. Oui. Alors ça concerne les taxes de séjour uniquement, si je ne dis pas de bêtises, qui remontent à quelques années. C'était sur l'ancien système où on recevait des déclarations, on les mettait des titres de recettes après pour les faire recouvrer. Depuis que nous avons finalisé les accords avec les plateformes principalement, on a beaucoup moins de soucis de ce côté-ci. Les plateformes récupèrent la taxe de séjour et nous la reversent, c'est beaucoup plus sûr. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur cette émission en non-valeur? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions, donc proposition adoptée. La question 12 concerne là aussi des admissions en non-valeur sur des ports. Là aussi, il y en a des gens qui ont... Donc là, c'est 4 770 €. Tout à l'heure, c'est 1 900 € sur le budget général. Et là, c'est 4 770 € en non-valeur. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation... Oui, Président, tant qu'on parle des ports, allez-y. Ça serait bien que la communauté de communes fasse un nettoyage des berges du port de Beaucaire, parce qu'on est en période estivale, on a des herbes folles. Alors l'an dernier, j'avais fait déjà une remarque, il y avait une très belle opération qui avait été faite. Par contre, là, je ne sais pas si c'est systématique, mais je trouve que c'est dommage qu'on arrive en période estivale et que ce ne soit pas fait. Non, c'est pas dommage, c'est qu'il y a des périodes qui sont réalisées, il y a des choses qui se font et c'est programmé. On a des agents comme vous, comme partout dans les communes, il y a de l'herbe dans les rues. Je peux aussi faire des Là, il y a remarques. des herbes d'1,50 m. Hein. Partout, oui, je sais, mais ça, c'est des herbes aquatiques. Il y a partout des herbes aquatiques. À Beaucaire, il n'y a pas d'herbe. À Bellegarde, il y a des herbes, certainement. Hein. Bah, je ne suis pas allé voir le port de Beaucaire, le port de Bellegarde, mais bon, j'espère que vous, il est peut-être mieux que Non, non, il est pareil, mais non, mais vos rues de Beaucaire sont toutes nettoyées parfaitement, M. Pérignon. Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe dans les rues de Beaucaire, M. Pérignon. Je parle du port. Mais moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas d'herbe dans les rues de Beaucaire, M. Pérignon? Les herbes ont été coupées, il y a une personne, les gens de la CCBTA sont passés pour nettoyer. Pour couper les herbes? Oui. Dans les rues de Beaucaire? Dans Beaucaire, oui. Ah non, M. Pérignon. On voit les interrompus. Ah non, M. Pérignon, c'est vos agents qui coupent l'herbe. S'ils coupent l'herbe, c'est pas les agents de la communauté commune qui coupent l'herbe, M. Pérignon. Dans les rues de Beaucaire. Non, non. Comme dans la plaine d'ailleurs, c'est pas les agents de la communauté commune qui coupent les fossés. Enfin, le port, sont coupés. c'est les CCBTA. S'ils sont coupés. Donc, non mais c'est vrai, on est toujours gagné par l'herbe partout, où que ce soit. Donc, partout. Donc oui, il y a je sais que l'année dernière, on a fait une grosse opération, notamment pour la Jussie et le canal qui avait été fortement endommagé. On va en refaire une qui est programmée là, parce qu'on avait pris même un prestataire là-dessus. Mais il y a de l'herbe partout, pas que dans le port de Beaucaire, même dans les rues de Beaucaire et ailleurs. Et c'est pas polémique pour moi, hein, je polémique pas dessus. Hein. Alors concernant cette question, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions. Ensuite, la question 13 concerne aussi des admissions en valeur sur l'office de tourisme. Alors, là c'est moins, puisque là je pense que c'est aussi une prestation 118 €, non? C'est une adhésion d'un partenaire de l'Office du tourisme qui n'est plus là, malheureusement. Acquitté et qui n'est plus là. Oui, qui nous a quittés, malheureusement. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions. Proposition adoptée. La question 14 concerne une provision dans le budget des ports. On fait 37 000 € de provision, c'est ça, hein, monsieur le directeur?
Pour les ports de plaisance, oui, c'est une provision pour la redevance 2022 qu'on avait prévu d'acquitter pour le port de Beaucaire, qu'on ne paiera pas. C'est suite au litige lié à la fermeture de l'écluse de Nouriguier. Donc nous avons provisionné les redevances des années antérieures. En théorie, nous aurions dû résoudre le différentiel avec VNF en 2022. Donc on va vous proposer une DM qui tient compte de ces éléments-là. En fait, on va provisionner réellement 2020, 2021, 2022, parce qu'on ne pourra clôturer le litige VNF que l'année prochaine, en 2023. Il faut que l'on clôture CR6 22 en premier pour démontrer la perte pour le port de Beaucaire liée à la fermeture de l'écluse. Pour votre information, d'après nos simulations, on serait à 90 500 € de perte sur le port de Beaucaire en 3 ans. Donc nous demandons à VNF de nous dédommager à du concurrence et de le déduire des loyers qu'on a à lui payer. Donc du coup, on met la provision pour qu'on soit sincère, quoi, parce que c'est une dépense qui normalement on doit réaliser, et en attendant de traiter avec VNF. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur cette délibération? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? 15 abstentions, adopté. La question 14, c'est donc la décision modificative du budget de port de plaisance. Donc on voit bien hein, des pertes de recettes, c'est ça hein? C'est comme moi, c'est la traduction, donc des crédits qui diminuent sur la première ligne, c'est pas chapitre 61, mais chapitre 011 et pas chapitre 61, article 6132. Ce sera corrigé sur la délibération définitive. C'est bien chapitre 011, article 6132 avec moins 60 020. Ça correspond au loyer que l'on croyait devoir reverser à VNF en 2022 qu'on ne paiera pas. La provision que vous venez de délibérer précédemment et les admissions à la valeur qu'on vient de voir. On avait prévu de faire des reprises sur provision donc en 2022 pour s'acquitter des redevances. Quand il n'y aura pas de reprise, on diminue les crédits de reprise sur provision pour payer les redevances de VNF. Mais par contre, nous faisons quand même 2 reprises sur des provisions antérieures pour les impayés. Donc on vous a marqué tout le détail pour que vous puissiez assurer un suivi régulier. Donc sur une provision qui avait été effectuée en 2016, nous reprenons les 2261 € qui restent. Sur une provision qui a été faite en 2017, on reprend 18 100 €, ce qui nous permet d'apurer les impayés ou créances irrecouvrables définies par la trésorerie de manière à être au plus juste possible, entre guillemets. Malheureusement pour nous, on a encore des provisions pour impayés qui restent dans le budget des ports de plaisance. On a toujours des contentieux en cours et chaque année, au budget primitif, on vous demande de provisionner encore entre 8 et 10 000 € si possible de provisions pour sécuriser un petit peu ça. Donc là, on y voit un peu plus clair, mais il y a encore des reliquats en attente. Et en termes d'investissement, il y a 15 000 € de travaux sur le port de Bellegarde en particulier, qui sont rajoutés pour terminer les aménagements en lien avec la restauration du bâtiment qui a brûlé. Nous prévoyons au article 778 une subvention d'équilibre de 37 219 € qui ne sera pas réalisée, comme celle que vous avez votée au budget primitif. C'est le déficit prévisionnel du port de Beaucaire lié à la non-réouverture de l'écluse. Donc on prévoit une subvention d'équilibre. Les 2 subventions prévues, 61 000 environ au budget primitif et 37 219 font 98 219 pour un déficit estimé de 90 000, pour une perte globale estimée de 90 500 € sur 3 ans. Voilà, donc c'est la traduction budgétaire de la simulation que nous avons réalisée de la perte d'exploitation. Pour 2022, pour l'instant, les bateaux s'en vont, donc quittent le port de Beaucaire depuis que l'écluse a été réparée ainsi que la passerelle. Nous espérons quand même qu'il y ait quelques nouveaux clients qui réintègrent le port dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais pour l'instant, il n'y a pas de visibilité. Donc, simplement, vous avez devancé pas mal de mes questions, donc on s'abstiendra simplement sur cette délibération. Et juste une question sur la situation des plaisanciers, du coup, et sur le coût que ça a pu occasionner, sur ce qu'ils payent habituellement. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ce que ça a changé pour eux et sur ce qu'ils ont dû payer, etc. Alors, pour les plaisanciers, ce que ça a changé pour eux, c'est qu'on a gelé les tarifs
au port de plaisance, donc pas d'augmentation d'aucun tarif de droit de place. On leur a remis des éléments pour qu'eux aussi se retournent contre VNF pour demander un dédommagement à leur assurance. Certains l'ont fait, d'autres non, malgré les plusieurs courriers de relance qu'on leur a fait ici. C'est-à-dire qu'ils sont encore temps, jusqu'à les quelques jours encore, pour faire une demande pour l'année 2021, pour demander remboursement. La fermeture de l'écluse de Nouriguier a posé des problèmes assez conséquents. Plusieurs navires ont quitté le port par voie de grutage pour se faire réparer, pour quitter le port définitivement. Malheureusement, c'est souvent les meilleurs clients qui s'en vont. Donc, c'est de jolis bateaux nous ont quittés, de bons clients qui ne donnaient pas lieu à provision qui sont partis, et quelques-uns qui sont restés. Il y a des contentieux actuellement pour non-recouvrement des années antérieures. En général, ceux qui râlent le plus, c'est ceux qui payent le moins. C'est comme ça. Bon, sur cette décision modificative, donc c'est vrai que c'est toujours un budget un peu tendu, hein, c'est normal. Est-ce qu'il y a... Alors, oui, donc on a fait les observations. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions. Donc adopté. Ensuite, on a une petite décision modificative sur le très haut débit de 19 912 €. Oui, en fait, c'est pour changer de chapitre une prévision budgétaire pour la passer du chapitre 23 au chapitre 21 dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'ai pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. La question numéro 17 concerne une décision modificative sur le budget principal. Donc là, on ventile en fait, on ventile des subventions, c'est ça, monsieur le directeur? Le budget principal. Alors, une difficulté, c'est pour rajuster, donc pour les travaux de Viarona, Beaucaire, Bellegarde, mettre 100 000 € de plus en crédit pour finaliser les dossiers marchés et être tranquille. Et de rajouter 560, pour Beaucaire-Fourques, rajouter 565 000 € de crédit sur les crédits déjà votés au budget primitif, suite à l'appel d'offres qui a eu lieu. Vous avez la délibération, c'est le dernier point que vous avez à l'ordre du jour pour attribuer ce marché-là. Donc on réajuste les crédits prévus pour pouvoir lancer les opérations de travaux, dans ce surcoût est financé par un petit peu de récupération de FCTVA et une partie par autofinancement qui est pris sur la section de fonctionnement. Comme vous le constatez, la section de fonctionnement, on ne prévoit que 615 000 € de dépenses nouvelles et aucune recette nouvelle. Le budget, rassurez-vous, était voté en suréquilibre au budget primitif. Donc nous demeurons encore en suréquilibre globalement en section de fonctionnement et on peut faire face à nos dépenses nouvelles d'investissement sans aucun problème. À noter pour votre information que les subventions arrivent au fur et à mesure. L'État doit nous notifier 63 000 € de plus pour le tronçon entre Beaucaire et Bellegarde. Et nous attendons la décision de l'État et de la CNR regroupée entre Beaucaire et Fourques également d'ici la fin septembre, grosso modo. Et les crédits européens, ce sera pour décembre. Et ce sera globalement 2 opérations très bien financées. En fait, la logique de cette DM, c'est qu'en fait, on récupère 650 000 € en autofinancement. On ne met pas de crédit supplémentaire, de recettes supplémentaires, hein, ni sur l'emprunt, pour les investissements qui sont de Viarona, Beaucaire, Bellegarde et Beaucaire-Fourques. Allez-y, je vous en prie. Oui, non, simplement une question, parce que ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a, par rapport à ce qui a été prévu au budget, il y a un surcoût d'un peu plus de 600 000 €. Non. Non, si, puisque c'est en autofinancement, c'est pas une subvention qu'on reçoit d'ailleurs. Sur les 2 opérations, il y a 100 000 €. Ouais. Il y a 100 000 € en fait en plus qu'on met sur l'opération Beaucaire-Bellegarde. Oui, sur Beaucaire-Bellegarde et sur Beaucaire-Fourques. Ah oui, sur Beaucaire-Fourques, le prix estimatif qu'on avait fait, il était vachement sous-évalué. D'accord. Par rapport au million 8 ou 6, je ne m'en rappelle plus. 1,8 million, en fait, il coûte plus cher le tronçon, parce que ce tronçon va coûter plus cher que ce qui avait été prévu par le premier chiffrage qu'on avait fait quand on a voté le budget. Et du coup, les subventions, elles ont été demandées sur le chiffrage initial ou sur le chiffrage réajusté? Réajusté. Ok. Le coût du premier tronçon qu'on a réalisé pour la communauté de communes, c'est 269 000 €.
Pour les 12 km, le premier. C'était vraiment, on a vraiment une grosse participation entre l'État, la région, l'Europe qui vont nous faire 10%. Là. On a vraiment faire au kilomètre. Pour nous, c'est un très très bon investissement par rapport aux subventions. Normalement, on va avoir la même chose entre guillemets sur Beaucaire-Fourques, avec un nouveau partenaire. On n'avait pas jusqu'à présent, c'est la CNR, donc qui va venir en plus de la région, le département et l'État. Après, j'arrive plus à suivre. Alors, l'Europe, je ne sais pas si on va voir l'Europe là. L'Europe, oui, c'est un forfait, c'est 20 000 € du kilomètre. Ouais. Donc, il faut qu'on ait tous les arrêtés attributifs notifiés pour que l'Europe puisse attribuer. C'est ça. Donc, l'Europe, ça c'est géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui gère ces crédits-là. Donc, on est en relation avec eux depuis un petit moment. Donc, ça va nous arriver aussi. Et la hausse, c'est lié à l'actualité ou c'est... Non, sous-estimation. C'est l'estimation. C'est l'estimation qui n'était pas bonne. Ok, à la base. D'accord. Okay. L'estimation qui nous avait été donnée par le premier bureau d'études, elle n'était pas bonne. D'accord. Bon, enfin, donc on votera pour du coup sur le... Alors, sur ce budget, donc, cette première modification, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on adopte. Ensuite, la question 18, c'est l'approbation du dossier de clôture sur la construction d'un pôle associatif culturel et de loisirs à Bellegarde. Ça, c'est suite à la SPL. Hein. On a déjà voté tout ça en SPL. Donc, on a approuvé le protocole de clôture. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? On adopte. Le rapport d'activité de la collectivité, que normalement vous avez eu. Est-ce qu'il y a des observations? Alors, on ne vote pas, je crois, hein, c'est un porte à connaissance là. Hein. Donc vous avez dû l'avoir normalement. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations que vous voulez aborder? S'il n'y a rien du tout, on va dire qu'on prend acte, hein, qu'on prend acte de ce rapport d'activité. Monsieur le Président, on vous le renverra dans les mairies, que vous puissiez le communiquer aussi dans vos conseils municipaux respectifs. Communiquer à l'ensemble des élus. La question 20 concerne une fixation de redevance en cas de fraude concernant la future aire de camping-car de Bellegarde. Moi, j'étais très étonné quand on m'a présenté cette délibération. En fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la fraude sur les aires de camping-car. Je suis très étonné, moi. Mais bon, on m'a dit qu'il y avait on pouvait même faire comme on dit quand on passe le péage, un camping-car un derrière l'autre pour passer... pour pas payer à la barrière. Comment ça s'appelle ça? Le petit train. J'aurais jamais pensé qu'un camping-car puisse faire ça. Bon. Donc en fait, on met une redevance de 300 €, c'est ça? Pour ceux qui s'avéreraient être des fraudeurs à l'ère de camping-car. Bon. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation, donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. Et ensuite, c'est l'attribution du marché de travaux concernant les aménagements. Alors, il y a deux tronçons, mais parce qu'en fait, il y a deux tronçons différents, c'est ça? Une tronçon qu'on a avec VNF et une tronçon qu'on a avec la CNR, c'est ça? Parce qu'il y en a deux gestionnaires sur le même tronçon de cette nouvelle voie verte. Donc c'est pour ça qu'on est passé quand même de 1,8 million à 2,2 millions hors taxe. Hein. Donc c'était quand même assez conséquent. Enfin, l'erreur du bureau d'études, elle était vraiment importante. Hein. Alors, dans la mise au point technique d'exécution, on a rencontré le Cimandrem il n'y a pas très longtemps pour refaire un point sur ce marché-là. Il se peut qu'en cours d'exécution, il y ait des simplifications encore liées à l'importance en partie sud et à du mobilier qui était prévu et qui était fait. Le Cimandrem, après cette réflexion, ça ne les arrangerait pas vraiment. Donc, on serait amené à diminuer certains types de prestations aussi. Mais ça, on le verra en phase d'exécution au fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur ce marché? Allez-y. Oui, juste une question, pas sur le marché en lui-même, mais sur les travaux. On vous a signalé normalement par courrier qu'il y avait le chemin de Repentir qui avait été abîmé par les camions des entreprises qui interviennent, donc pas la CCBTA directement, mais les entreprises. Est-ce que ça a été pris en compte et est-ce qu'ils vont le refaire? Ok, ça marche. Merci. Ça incombe à l'entreprise, ça. Donc si vraiment il n'y a pas de... Il faut être vigilant que les entreprises
mettre à jour les dégradations qu'elles ont pu réaliser. Pas d'autres observations là-dessus. Alors, donc, qui est contre cette proposition d'attribution? Qui s'abstient? Donc, c'est bien adopté. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini. Ne partez pas, j'ai toutes les maquettes à faire signer pour les budgets, s'il vous plaît. Il y a une séance de signature.